Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial, tiré des sources qui nous ont été partagées, les outils de test d'intrusion. On les appelle aussi Pen Testing Tools. Oui, Notre mission, si on peut dire, démystifier un peu ces outils, comprendre ce qu'ils sont et surtout, comment ils aident à évaluer la sécurité informatique. tout à fait. Alors, en gros, ce sont des logiciels ou parfois des cadres logiciels plus complets que les professionnels de la sécurité utilisent pour simuler des attaques. Simuler des attaques. Oui, jouer le rôle de l'attaquant, mais de manière contrôlée, bien Ah. sûr. L'idée, c'est de voir où sont les failles dans les réseaux, les applications, les systèmes d'une organisation. D'accord. Le but ultime, c'est d'identifier ces points faibles avant que quelqu'un de mal intentionné ne les trouve. Ça donne aux entreprises une chance de corriger le tir, de renforcer leur défense et, au final, d'améliorer leur posture de sécurité globale. Ok, très clair. Et les sources qu'on a consultées, elles organisent tout ça en 7 grandes familles d'outils, selon leur fonction, si j'ai bien compris. C'est ça, cette catégorie principale. On va donc passer en revue ces catégories pour bien saisir à quoi sert chaque type d'outil. Prête à décortiquer ça? Allons-y. Alors, par où on commence? Généralement, quand on veut évaluer la sécurité d'un réseau, c'est quoi la première étape? Très souvent, la première étape, c'est la reconnaissance. Il faut d'abord comprendre à quoi on a affaire. La reconnaissance. Oui, et c'est là qu'interviennent les outils d'analyse de réseau. Leur boulot, c'est de scanner et de cartographier le réseau. Cartographier. Oui, ils cherchent à découvrir quels appareils sont connectés, quels ports sont ouverts sur ces appareils, et puis quels services tournent derrière ces ports. C'est un peu comme dessiner la carte du territoire avant de chercher les points faibles, quoi. Une sorte de repérage initial, en fait. Exactement, c'est fondamental. Et quels outils sont emblématiques de cette phase? Les plus connus. Alors l'incontournable, je dirais, c'est Nmap, Network Mapper. Nmap, oui, j'en ai entendu parler. C'est un outil extrêmement puissant, très polyvalent pour découvrir ce qui vit sur un réseau. Il identifie les hôtes, les ports ouverts, les services. Il peut même essayer de deviner le système d'exploitation. Ah oui, Oui, c'est vraiment la base pour comprendre la surface d'attaque potentielle. d'accord. Et une fois qu'on a cette carte, disons, comment on cherche les vulnérabilités, les failles connues? Alors là, un outil comme Nessus entre en jeu. Nessus. Oui, c'est un scanner de vulnérabilité très très réputé. Il va comparer ce qu'il trouve sur le réseau, les versions de logiciels, les configurations, avec une énorme base de données de failles déjà connues. Mhm. Il peut aussi repérer des erreurs de configuration assez classiques ou des problèmes de conformité. Et le gros avantage, c'est qu'il génère ensuite des rapports assez détaillés. Ah, pratique. Oui, ça indique où sont les problèmes et surtout comment les corriger. Donc, Nmap pour la carte, Nessus pour les failles évidentes. Les sources mentionnent aussi IBM QRadar. C'est un peu différent, non? Oui, QRadar, ça s'inscrit dans une catégorie un peu plus large. C'est une plateforme d'intelligence de sécurité, ce qu'on appelle souvent un SIEM. SIEM. Security Information and Event Management. En gros, ça fait plus que scanner ponctuellement. Ça collecte et analyse les logs en continu, ça détecte les menaces en temps réel, ça intègre aussi la sécurité du cloud. D'accord, c'est plus global. Voilà. Dans le contexte des tests, ça peut aider à identifier des vulnérabilités sur les appareils du réseau de manière plus proactive, intégrée dans la surveillance globale. C'est une approche, disons, plus holistique que le simple scan ponctuel. Très clair. Donc, une fois qu'on a cette carte et qu'on a repéré des faiblesses potentielles, j'imagine que l'étape suivante, c'est de voir si on peut vraiment les exploiter. Exactement. Là, on passe de la reconnaissance à l'attaque simulée. C'est le rôle des outils d'exploitation. L'exploitation. Oui. Ils utilisent les vulnérabilités qui ont été identifiées pour essayer de prendre pied dans le système, élever des privilèges, bref, faire ce qu'un attaquant tenterait de faire. Hmm. C'est là qu'on teste vraiment la résistance des défenses. Et là, j'imagine qu'il y a des outils connus aussi. Metasploit, par exemple. Ah, Metasploit, absolument. Le Metasploit Framework, c'est une plateforme extrêmement populaire, très puissante. Ok. Elle contient une vaste collection d'exploits connus pour toutes sortes de systèmes, d'applications, mais elle permet aussi de développer et de tester ses propres exploits. C'est une vraie boîte à outils pour simuler des intrusions de manière très réaliste. Et vérifier si une faille théorique est bien exploitable en pratique. C'est exactement ça. Les sources parlent aussi d'IBM X-Force Red. Est-ce que c'est un outil similaire à Metasploit? Pas tout à fait, non. X-Force Red s'est présenté ici plutôt comme un service. Un service.
Oui, ce sont des experts, des humains, qui utilisent toute une panoplie d'outils, dont potentiellement Metasploit, mais aussi plein d'autres pour réaliser des tests d'intrusion très poussés, des simulations d'attaque. Ah, d'accord. C'est moins un outil logiciel qu'une prestation d'expertise offensive, quoi. Une sorte d'équipe d'attaquants éthiques à la demande. Mais l'objectif reste le même, hein, identifier et aider à corriger les failles avant les vrais pirates. Intéressante cette distinction entre l'outil et le service. Bon, changeons de domaine. Les applications web, omniprésentes aujourd'hui, elles ont leurs propres failles, j'imagine. Oh que oui, les applications web sont une cible de choix. Elles sont souvent exposées directement sur Internet, elles manipulent des données sensibles, donc oui, elles ont des vulnérabilités très spécifiques. Comme quoi, par exemple? On pense notamment aux injections SQL, SQL, oui. où un attaquant arrive à manipuler les requêtes faites à la base de données pour en extraire ou modifier des infos. Ou alors le cross-site scripting, le Ouais. XSS. XSS. Là, ça consiste à injecter du code malveillant dans une page web pour qu'il s'exécute dans le navigateur d'autres utilisateurs. Ce sont vraiment des classiques du genre. D'accord. Et pour débusquer ce genre de failles spécifiques au web, il y a des outils. Oui, oui, il existe des outils dédiés. Burp Suite, par exemple, est sans doute l'un des plus connus, très utilisé par les pros. Burp Suite. C'est une plateforme très complète, elle a un proxy pour intercepter, modifier le trafic entre le navigateur et l'appli web, un scanner pour automatiser la recherche de failles, un outil pour explorer la structure de l'appli, un crawler, Hmm. et des modules pour tenter d'exploiter les vulnérabilités trouvées. C'est vraiment le couteau suisse du testeur d'applications web. Et il y a une alternative open source aussi, c'est ça? OSPZAP? Exactement. OWASP Zap pour Z Attack Proxy. C'est un projet porté par l'OWASP, une fondation très respectée dans le domaine de la sécurité web. Ah oui, l'OSP Top 10 et tout ça. Voilà. Et Zap, c'est un outil open source puissant qui offre beaucoup de fonctionnalités similaires à Burp Suite. Il est très apprécié car il peut être utilisé pour des scans automatisés, mais aussi pour des tests manuels plus poussés. Et il y a une communauté active derrière. Très bien. Passons maintenant au réseau sans fil. Le Wi-Fi est partout, mais sa sécurité, bon, c'est pas toujours ça. Comment on teste ça? Mais là aussi, avec des outils spécialisés, parce que les technologies sans fil, elles ont leur propre protocole, leurs propres faiblesses. D'accord. Ces outils vont chercher à identifier, par exemple, si le chiffrement utilisé est faible, on pense au vieux WIP, Ah oui, le web. voilà, qui est complètement dépassé aujourd'hui, ou même des mots de passe WPA, PSK trop simples. Ils peuvent aussi détecter des points d'accès pirates ou non autorisés, installés sur le réseau de l'entreprise, ce qui est un risque majeur, évidemment. Et comme outil concret pour faire ça? Alors la suite AirCrack-NG est une référence dans ce domaine. AirCrack. Oui, AirCrack-NG. Elle regroupe plusieurs outils qui permettent de capturer les échanges de données Wi-Fi, les paquets, de les analyser et surtout de tenter de craquer les clés de chiffrement web et WPA-PSK. Craquer les clés. Oui, pour démontrer la faiblesse d'un mot de passe Wi-Fi par exemple. C'est très efficace pour ça. Et pour la détection des réseaux eux-mêmes, La Kismet est un excellent outil. qui se mettent? C'est un détecteur de réseaux sans fil, mais c'est aussi un analyseur de protocoles et un système de détection d'intrusion spécialisé dans le sans-fil. Il peut écouter passivement l'environnement pour découvrir tous les réseaux Wi-Fi à portée, identifier les appareils connectés, repérer les points d'accès suspects ou cachés. Pas mal. Bon, un autre point névralgique. Les mots de passe. On entend souvent que c'est une faiblesse majeure. Comment les outils de pentest s'attaquent à ça? Alors, ils utilisent des outils de craquage de mots de passe. Mais attention, hein, Oui, dans un contexte légitime de test d'intrusion, le but ce n'est pas de voler les mots de passe pour les utiliser bien sûr, c'est de vérifier leur robustesse. d'accord. Souvent, les mots de passe ne sont pas stockés en clair, mais sous une forme transformée, hachée. Ces outils essaient de retrouver le mot de passe original à partir de ce hash. Un test d'efficacité en fait. Et quels sont les outils utilisés pour ce genre de test? Alors un classique c'est John the Ripper, John the Ripper, ok. très rapide, très efficace. Il supporte plein de formats de hash différents et il utilise diverses techniques, dictionnaires, force brute, pour tenter de les casser. C'est un bon moyen de tester rapidement la solidité des mots de passe qu'on a pu récupérer pendant un test. Et il y en a d'autres? Oui, Hashcat est souvent considéré comme encore plus puissant, plus moderne. H4? Il est optimisé pour utiliser la puissance des cartes graphiques, les GPU. Ça accélère énormément les calculs et il supporte un nombre impressionnant d'algorithmes de hachage. Il est redoutable pour les attaques par force brute sur des listes de hash. D'accord, impressionnant. Et pour avoir une vision de ce qui circule sur le réseau lui-même, le trafic de données, comment on regarde ça? Là, on utilise des outils d'analyse de trafic. On les appelle aussi des sniffers.
Sniffer. Oui, ils capturent les paquets de données qui transitent sur le réseau et permettent de les examiner en détail. C'est essentiel pour comprendre ce qui se passe réellement, pour identifier des communications suspectes, détecter des tentatives d'intrusion ou d'exfiltration de données. Ou même pour le dépannage, j'imagine. Oui, ou même simplement pour diagnostiquer des problèmes réseau. Tout à fait. Et l'outil roi dans cette catégorie, c'est sans doute Wireshark. Oui, Wireshark est extrêmement populaire et très, très puissant. Il a une interface graphique qui permet de visualiser le trafic de manière très détaillée, de filtrer les paquets selon plein de critères, de reconstruire des flux de communication. C'est vraiment l'outil de prédilection pour une analyse en profondeur du trafic réseau. Et à côté de ça, On a TCP Dump. qui fait un travail similaire mais en ligne de commande. Ah, moins visuel. Moins visuel, oui, mais très léger, très efficace et surtout scriptable. Ce qui le rend précieux dans beaucoup de situations, notamment sur des serveurs ou pour faire des captures rapides. Compris. On arrive, je crois, à la dernière catégorie mentionnée dans nos sources, une catégorie un peu différente car elle cible l'humain, l'ingénierie sociale. Tout à fait. L'ingénierie sociale, ça repose sur la manipulation psychologique plutôt que sur l'exploitation de failles techniques. La ruse, en somme. C'est ça. Les attaquants cherchent à tromper la confiance des utilisateurs pour leur faire divulguer des informations sensibles, comme des mots de passe, ou leur faire exécuter des actions dangereuses, comme ouvrir une pièce jointe malveillante. Le fameux phishing. Le phishing, exactement. Mais pas seulement. Et donc, les outils d'ingénierie sociale servent à simuler ces attaques. Par exemple, en créant de faux emails de phishing ou de fausses pages de connexion pour récupérer des identifiants, ce qu'on appelle le credential harvesting. Et quel est l'intérêt de simuler ça? C'est pour former les gens? L'intérêt est double en fait. D'une part, oui, tester l'efficacité des formations de sensibilisation à la sécurité auprès des employés, voir s'ils tombent dans le panneau en gros. Mhm. Et d'autre part, identifier les processus ou les départements qui seraient les plus vulnérables à ce type de manipulation. Ça met en lumière les faiblesses comportementales. D'accord. Et quels outils permettent de faire ces simulations? Alors, le Social Engineering Toolkit, ou SET, est un framework open source très connu spécifiquement conçu pour ça. Il propose toute une gamme de scénarios d'attaque d'ingénierie sociale à simuler. 7, ok. Et on trouve aussi Maltego, qui est un peu différent. Maltego? C'est un métier d'intelligence en source ouverte, OSINT, comme on dit. Open Source Intelligence. Ah oui, il permet de collecter et de visualiser des informations qui sont publiquement disponibles sur une cible, une entreprise, une personne. Et ces informations, elles peuvent être cruciales ensuite pour préparer une attaque d'ingénierie sociale très ciblée, très crédible. Ça aide à comprendre les relations, la structure organisationnelle, les centres d'intérêt, etc. Pour mieux manipuler, en somme. Pour mieux simuler une manipulation réaliste, dans le cadre d'un test, oui. Bien, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ces 7 catégories. Analyse réseau, exploitation, test d'application web, réseau sans fil, craquage de mots de passe, analyse de trafic et ingénierie sociale. Ça couvre un large spectre. Effectivement. Et ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que malgré leur diversité, tous ces outils, que ce soit des logiciels, des frameworks ou même des services comme X-Force Red, ils partagent un objectif commun. Lequel? Évaluer la sécurité en imitant les méthodes des attaquants. L'idée, c'est toujours d'identifier les failles et de les corriger avant qu'elles ne causent de réels dommages. C'est une démarche proactive qui est devenue indispensable aujourd'hui. C'est clair que ces outils sont puissants et nécessaires pour se défendre. Mais en les décrivant, on ne peut s'empêcher de penser à leur double tranchant, non? Ce sont exactement les mêmes types d'outils que les cybercriminels utilisent. Eux aussi. C'est tout à fait exact. Et c'est précisément pourquoi il est si important de les comprendre. Pas seulement pour savoir les utiliser correctement dans le cadre de tests légitimes, Oui. mais aussi pour anticiper les techniques que les adversaires pourraient employer contre nous. Connaître l'arsenal de l'attaquant potentiel, c'est une part essentielle de la stratégie de défense. Il faut savoir à quoi s'attendre. Ça soulève une question intéressante pour finir peut-être. Au-delà des tests ponctuels, même s'ils sont réguliers, comment une organisation peut-elle vraiment faire infuser cet esprit du test d'intrusion, cette recherche constante, proactive des faiblesses, dans sa culture de sécurité de tous les jours? Ah, c'est le grand défi. Dépasser la simple utilisation d'outils pour intégrer une vigilance constante, une remise en question permanente des défenses en place. Créer une culture où chercher la faille n'est pas vu comme une critique, mais vraiment comme une étape nécessaire à l'amélioration continue. C'est un vaste programme. Effectivement. Une réflexion importante à avoir.